Donc, si on a choisi de parler de choisir ce sujet, c'est avant tout parce que c'est un sujet donc d'actualité, donc les relations entre l'Union européenne et la Chine. Mais c'est aussi, selon nous, un sujet qui relève quand même beaucoup de problématiques liées à l'Union européenne et notamment au regard de sa place dans le monde. Je vais laisser la parole à Clémentine pour poser notre première question. Donc, comme vous le savez déjà, la Chine est un géant démographique, économique, très influent partout dans le monde et possédant un siège et un droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies. L'Union européenne est le premier partenaire économique de la Chine et 17 États membres de l'UE entretiennent des relations privilégiées avec celle-ci. Cependant, de nombreuses tensions subsistent entre les deux parties, notamment au niveau des droits de l'homme. En vue des 100 ans du Parti communiste chinois en 2049, la Chine a pour ambition de reconstituer l'empire du milieu en investissant massivement avec des initiatives telles que les nouvelles routes de la soie. En décembre 2020, l'accord global sur les investissements entre l'Union européenne et la Chine a été conclu, puis il a été suspendu en mai 2021 par le Parlement européen. Madame Védrenne, pouvez-vous nous expliquer en quoi consiste cet accord et que doit-il apporter aux deux parties? Merci de votre question. Alors, cet accord sur la facilitation des investissements, il s'inscrit déjà dans une logique qui est souhaitée par l'Union européenne qui vise à rééquilibrer notre relation avec la Chine. Depuis plusieurs années, l'Union européenne estime que la Chine est à la fois un partenaire, à la fois un rival et à la fois, du coup, un compétiteur. Je pense que déjà, cette vision, elle est intéressante et elle est positive dans le sens où l'Union européenne démontre qu'elle veut mettre fin à une certaine naïveté sur la scène internationale, mais elle ne se matérialise pas concrètement dans les actes. Ce que va nous dire la Commission européenne, c'est que cet accord qui vise à faciliter les investissements, à la fois les investissements de l'Union européenne en Chine et à la fois de la Chine en Europe, vise à être une pierre pour rééquilibrer notre relation. Et elle le dit elle-même, elle dit, la Commission, qu'elle ne vise même pas la réciprocité. Alors que justement, l'enjeu, c'est de construire la réciprocité d'un point de vue économique, mais c'est aussi à travers le fait que l'Union européenne soit la première puissance commerciale, comment elle se sert de son marché intérieur, comment elle utilise justement ce levier économique pour faire changer la Chine. Et on le voit, et on a été donc nombreux au Parlement européen à s'élever dès la conclusion de l'accord politique pour dire que avec cet accord, on ne voit pas en quoi il permet justement à l'Union européenne de répondre aux enjeux à la fois économiques et aux enjeux sur la question des droits de l'homme. Et donc, c'est pour ça qu'on a été nombreux à dire à la Commission européenne et aussi au gouvernement chinois que ce n'était pas possible pour le Parlement européen de ratifier cet accord. Et puis après, il y a eu différentes étapes. Je pense que Raphaël Glucksmann reviendra dessus parce qu'il est aussi un des principaux concernés. L'Union européenne a, après la conclusion de l'accord politique et en début d'année, imposé des sanctions à l'égard de la Chine. Et la Chine, derrière, elle, a répliqué en visant notamment des membres du Parlement européen, ce qui a fini, en fait, d'enterrer définitivement cet accord. Si je reviens quand même sur votre question précisément et sur le contenu de l'accord, quand on étudie déjà les textes, et ce qui est quand même aussi assez invraisemblable dans la façon de fonctionner, c'est que les parlementaires européens, certes, nous sommes associés, on va dire, aux négociations, et la Commission européenne nous rendait compte en quelque sorte, mais on n'a pas accès tout au long des négociations à l'ensemble des textes. On n'a pas eu accès tout de suite à l'ensemble des annexes. Donc, on ne peut pas étudier concrètement en quoi cet accord est véritablement bénéfique à la fois et qui change les choses sur la question des droits de l'homme, mais aussi d'un point de vue économique. Est-ce que réellement il sert l'ensemble des intérêts européens ou est-ce qu'il sert seulement l'intérêt de certaines industries et de certains pays? Et on a été nombreux à dire que justement, on ne voit pas la réalité et l'impact positif que peut avoir un tel accord sur la facilitation des investissements, à la fois sur la question du droit de l'homme et à la fois d'un point de vue économique. L'enjeu pour nous, maintenant, une fois que cet accord politique a été conclu aussi entre l'Union européenne et la Chine, c'est comment on force la Commission européenne aussi à avancer sur d'autres sujets. Parce qu'un accord commercial, à lui seul, ne peut pas régler toute la problématique qu'on a avec la Chine.
Là encore, à la fois sur le sujet économique et à la fois sur la question des droits de l'homme. Donc, comment on met une pression, bien évidemment, sur la Chine, mais aussi sur les institutions européennes. Comment on lui demande d'avancer sur le devoir de vigilance, comment on lui demande d'avancer sur le filtrage des investissements étrangers, sur différents leviers qui nous permettent, en final, d'avoir une boîte à outils juridiques, des leviers juridiques qui puissent faire bouger la situation. Mais on le sait bien, ce n'est pas parce qu'on va multiplier les outils que ça va forcément marcher. Le premier enjeu, c'est déjà l'enjeu politique dans le sens où est-ce que l'Union européenne est réellement prête à utiliser ces outils. Et là aussi, parce que au sein de l'Union européenne, il peut y avoir des intérêts, des fonctionnements, des visions différentes, on voit toutes les faiblesses qu'il peut y avoir dans notre projet politique. Et je me souviens d'échanges que nous avions eus avec Raphaël Glucksmann ou avec d'autres parlementaires, mais aussi avec d'autres personnes qui venaient au sein de la Commission européenne. On part souvent dans une position de faiblesse. Je me souviens d'échanges en commission commerce international où certains nous disaient « mais non, l'enjeu, c'est seulement que la Chine ne nous change pas ». Alors certes, c'est un enjeu important. Il ne faut pas que, sous prétexte de compétitivité, la Chine change la façon de concevoir le projet européen. Mais l'enjeu, il n'est pas seulement là. Et à chaque fois, on se met souvent dans une position nous-mêmes de faiblesse, alors que, comme je le disais tout à l'heure, on est la première puissance commerciale. On a la force de notre marché intérieur qui doit pouvoir être un levier pour permettre de faire bouger les lignes. Justement, est-ce que… Oui, allez-y. Non, mais je veux juste rebondir parce que, enfin, ça vous étonnera pas, je suis largement d'accord avec ce que Madame Welderen vient de dire. Il y a vraiment un problème de perception de soi-même. C'est-à-dire qu'on est dans une position d'infériorité quand on négocie avec la Chine et qu'on est des dirigeants européens, alors même qu'en réalité, on a bien sûr une dépendance à l'égard de l'appareil productif chinois, mais on a une interdépendance. C'est-à-dire qu'en réalité, les entreprises chinoises ont absolument besoin de notre marché, qui reste le premier marché du monde, comme ça a été souligné. Et donc, on doit pouvoir utiliser notre puissance commerciale et la transformer en puissance politique. Et c'est ça tout l'enjeu du travail qu'on fait sur le commerce international. C'est comment est-ce qu'on met le commerce au service d'ambitions politiques. Et quand on prend le CAI, l'accord d'investissement avec la Chine, deux éléments de contexte, parce que tout ce qui a été dit, moi j'y souscris. Deux éléments de contexte que j'ajoute, c'est que ça vient au sortir d'une année 2020 où en réalité on a quand même eu une prise de conscience à l'échelle européenne qu'on dépendait en tout point de l'appareil productif chinois et qu'on a commencé à avoir des discours quand même assez ambitieux sur les relocalisations, sur l'autonomie stratégique de l'Union européenne, et que cet accord d'investissement, on ne voit pas tellement dans quelle perspective ça permettrait l'affirmation de ce cadre-là. Et la deuxième chose, c'est que à plus court terme, si on refait le film, on vote une résolution au Parlement européen à la fin du mois de décembre, enfin mi-décembre, juste avant les vacances de Noël. Et cette résolution sur le travail forcé des Ouïghours, elle dit très clairement qu'il faut imposer des sanctions au régime chinois et bannir les produits d'esclavage de nos marchés. Et la première réponse que nous, on obtient de la Commission européenne, c'est la conclusion de l'accord d'investissement avec la Chine, avant même qu'on parle de sanctions et de bannissement des produits d'esclavage. Et donc, c'est pour ça aussi qu'il y a eu cette réaction franchement négative au Parlement, venant de groupes très différents, d'options philosophiques très différentes et de rapports au libre-échange très différents, pour dire que en fait, c'était pas du tout dans les priorités politiques du moment, et que le lendemain de la conclusion de l'accord par les dirigeants européens, eh bien, il y avait la répression, une vague de répression à Hong Kong, et que donc, en réalité, en fait, politiquement, c'était un désastre. On n'a toujours pas compris. Ça a coupé. Je sais pas si… Je pense qu'il est dans le train, donc sa connexion Internet doit être instable. Mais dans tous les cas, on va y revenir juste après. Mais donc, vous vous accordez, enfin, Marie-Pierre, en tout cas, Vedrine, pour dire que la suspension de cet accord peut être un tremplin pour repositionner l'Union européenne sur la scène internationale face à la Chine notamment.
Alors, je serais peut-être un peu plus défaitiste parce que je pense qu'il y a deux temps. Il y a ce que disait Raphaël Glucksmann, c'est-à-dire que le contexte et le fait que la conclusion de l'accord politique, il faut revoir dans quel contexte on se situait. C'était aussi Joe Biden qui arrivait à la tête des États-Unis. Et je pense que ça a été un coup de maître pour la Chine de conclure cet accord, pour démontrer, regardez, l'Union européenne conclut un accord avec nous. Il ne s'agissait pas pour autant pour l'Union européenne, parce que justement, comme il le soulignait, on a pris conscience de notre dépendance, il y a tout ce travail qui est mené autour de l'autonomie stratégique, comment l'Union européenne ne dépend plus à la fois de la Chine, à la fois des États-Unis, à la fois d'autres acteurs sur d'autres sujets. Donc, il faut le concrétiser. Donc, il ne s'agissait pas d'attendre que les États-Unis nous donnent leur accord. Mais on avait quand même un changement de paradigme très fort en passant de Donald Trump à Joe Biden. Comment on pouvait se servir de ça. Donc, ça a été un coup politique pour la Chine de conclure cet accord. Maintenant que cet accord est en quelque sorte gelé et au frigo, quel levier on a pour pouvoir agir face à la Chine ? Et comment, justement, on continue à mettre une pression essentielle et nécessaire pour pouvoir faire bouger la solution. Moi, je reste quand même convaincue que le fait que cet accord soit gelé, ça arrange aussi la Chine. Ça arrange aussi la Chine. Donc, c'est à nous de continuer à travailler et à être ce rôle aussi de vigie du Parlement européen pour pouvoir continuer à faire évoluer les choses et pour pouvoir aussi à avoir un discours très fort à l'égard de la Commission européenne et du Conseil. Parce que, comme le soulignait Raphaël Glucksmann, les voix sont unanimes au Parlement européen pour condamner cet accord, à la conclusion de cet accord sur le CAI. Donc, c'est à nous de continuer à agir pour limiter notre dépendance et pour trouver d'autres leviers qui permettent de rétablir une relation qui soit beaucoup plus réciproque, mais qui aussi permettent véritablement de faire évoluer la situation sur la question des droits de l'homme. Justement, je ne sais pas si M. Glucksmann est disponible pour répondre. On a une question vis-à-vis des droits de l'homme. Mais peut-être avant qu'il se manifeste, Clémentine, tu as peut-être une question justement sur la relation UE-Chine. En effet, du coup, Madame Védrenne, vous parlez à l'instant du changement de président qui a peut-être modifié le paradigme de la situation. Donc, comment l'Union européenne peut-elle se positionner entre les tensions, notamment commerciales, qui existent entre la Chine et les États-Unis ? L'enjeu pour l'Union européenne, c'est justement de ne pas être prise en étau entre une guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. C'est justement quand je vous parlais de ce fameux concept d'autonomie stratégique, mais on voit la difficulté, c'est que justement certains, et ça a été la crainte qu'on a partagée certains parlementaires français, c'est que sous prétexte d'autonomie stratégique et de vouloir établir des règles, certains nous disent il faut renforcer la conclusion d'accords de libre-échange. Et nous, il ne faut pas qu'on soit prisonniers de ça. C'est comment, justement, on voit qu'il y a un changement à la fois, justement, avec les États-Unis, comment on tire profit d'un changement d'administration aux États-Unis, là aussi, tout en n'étant pas naïf vis-à-vis des États-Unis, parce que ça reste des démocraties. Sur la question des droits de l'homme, on a beaucoup de choses en partage, mais d'un point de vue économique, il y a quand même des sujets de tension, notamment sur les questions extraterritorialité. Donc, l'Union européenne, elle doit renforcer sa capacité à parler d'une seule voix, à être beaucoup plus unie et à ne pas défendre les intérêts que d'un seul État. On pense souvent, évidemment, à l'Allemagne. Et comment on renforce aussi notre marché intérieur. Mais un marché intérieur qui ne soit pas basé, justement, sur des standards du moins 10 ans. Comment on le renforce pour pouvoir avoir une Europe qui soit beaucoup plus unie, qui porte les questions du changement climatique, qui porte les questions de la justice sociale, comment on fait tomber aussi certaines règles de l'unanimité au sein de l'Union européenne, pour derrière ne pas être pris en étau entre l'Union européenne et la Chine. Et si je peux me permettre, maintenant que je suis dans mon bureau, c'est extrêmement important parce qu'en fait, il y a eu une croyance pendant très longtemps, finalement, dans les règles de la globalisation qui sont non écrites ou qui sont écrites. Et les Européens sont aujourd'hui les seuls à pas vraiment défendre l'intérêt européen à l'échelle du globe. Et l'autonomie stratégique, c'est aussi ça. C'est la capacité à défendre les intérêts et les principes
des Européens en tant qu'Européens. Et, et ça, c'est quelque chose qui s'affirme à la fois face aux États-Unis, face à la Chine, et qui est encore très compliqué à Bruxelles. Quand on voit les réactions, quand on essaye de soumettre l'idée d'un Buy European Act, par exemple, c'est la commande publique qui est le bras armé de la cité en économie, pour favoriser l'émergence de champions européens et pour rapatrier de la production, enfin pour entretenir le fait qu'on n'est pas simplement un continent de consommateurs, mais aussi un continent de producteurs, eh bien, il y a encore une forte réticence et un soupçon qui pèse sur nous comme si on était des protectionnistes. Et, et ça, c'est quelque chose dont il faut impérativement sortir. Et effectivement, il y a un vrai problème, disons-le. En plus, on est tous les deux difficilement soupçonnables d'être germanophobes. Enfin, on n'a jamais joué sur cette rhétorique anti-allemande qui est un désastre dans la psyché française. Enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un problème allemand. Sur le CAI, si on est honnête, c'était la France qui était le moteur dans la conclusion du CAI, ni aucun autre pays européen. C'était l'Allemagne. Et pourquoi on a conclu l'accord d'investissement avec la Chine en toute hâte à la fin de l'année 2020? C'est parce que la présidence allemande prenait fin au 31 décembre 2020 et qu'en gros, c'était une promesse de Madame Merkel et du gouvernement allemand au patronat allemand. Et que les entreprises allemandes, les plus grandes entreprises allemandes, ont fait d'ailleurs un pari extrêmement intelligent du point de vue de leurs entreprises, qui était le pari de la Chine depuis 40 ans. Quand vous prenez Volkswagen, c'est quasiment une entreprise chinoise aujourd'hui. En réalité, c'est une entreprise sino-allemande, à la fois dans la chaîne de production et dans le marché. 40% des ventes de Volkswagen l'année dernière, c'était en Chine. Et donc, ces grands groupes allemands ont fait le pari de la Chine, le pari de faire dépendre leur avenir de la Chine, et ça a fonctionné pour elles pendant 40 ans. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, si on veut affirmer l'autonomie stratégique de l'Europe sur tous les sujets, on se retrouve non pas face à des lobbyistes du gouvernement chinois, mais face à l'opposition de grandes entreprises européennes, en particulier allemandes, qui sont profondément hostiles à cette réorientation des politiques européennes. Et donc, il y a un conflit qu'il faut assumer, alors de manière ouverte, polie, démocratique dans la discussion européenne, et une position beaucoup plus ferme à affirmer, qui n'a pas été affirmée pendant longtemps par la France et qui doit aujourd'hui être affirmée avec force, parce que en réalité, ce qui est en jeu, c'est l'avenir de l'Union européenne. Si on n'est pas capable de défendre les intérêts européens, si on pense qu'on peut devenir un continent simplement de consommateurs et que à la fin notre destin se résumera à celui de Disneyland dans lequel des oligarques russes, chinois ou des entrepreneurs américains viennent faire du shopping et passer leurs vacances, c'est quand même pas ce qu'on veut pour l'Europe, quoi. Donc il faut qu'on soit capable, à la fois à travers le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, à travers le Buy European Act, à travers un Made in Europe Act, si on veut, mais capable de faire émerger des champions industriels européens et de réindustrialiser ce continent et de le transformer à nouveau en continent de producteurs. Et là-dessus, on va nécessairement s'opposer, bien sûr, aux intérêts chinois, mais aussi à des intérêts européens extrêmement puissants qui sont intimement liés à la Chine. Mhm. Et je souhaiterais, on en parlait un tout petit peu au début, revenir sur le sujet justement des droits de l'homme en Chine, et notamment avec vous, Monsieur Glucksmann, puisque c'est votre sujet. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, et aussi pour les personnes qui nous regardent et qui ne seraient peut-être pas vraiment complètement au courant sur le sujet de ce qui se passe en Chine aujourd'hui, notamment avec la population ouïghour? Depuis 2016, depuis la fin de l'année 2016, il y a la mise en place d'une politique d'éradication d'un peuple, la déportation systématique en camp des Ouïghours, la réduction des Ouïghours en esclavage, des campagnes massives de stérilisation des femmes, d'avortements forcés. Et en réalité, il y a la volonté d'éliminer une nation. Et ça nous concerne parce que c'est un crime contre l'humanité.
et ça nous concerne directement en tant que consommateurs, parce qu'en réalité, ce dont on s'est rendu compte en travaillant sur la question des Ouïghours, c'est que finalement, leur réduction en esclavage, eh bien, contaminait une grande partie des chaînes de production des grands groupes, les grandes marques que l'on connaît tous et que on a dans notre placard ou on a sur nous-mêmes quand on se vêtit. Et que on peut, à travers la question des Ouïghours, eh bien, refaire le récit finalement d'une certaine globalisation et de la dépendance européenne vis-à-vis de la Chine. Parce que quand on se rend compte que finalement les chaussures Zara ou enfin les chemises Zara ou les chaussures Nike que l'on porte eh bien, sont fabriquées par une nation réduite à l'état d'esclavage par le système chinois, on se rend compte que finalement on est solidaire et touché, pas simplement en termes de solidarité humaniste abstraite, mais très concrètement parce que ce crime contre l'humanité pénètre dans notre quotidien. Et donc c'est ça qui, à mon avis, explique la mobilisation aussi très forte qu'il y a eu en particulier en France, parce que ça, il faut le dire, autour de la question des Ouïghours, en particulier les jeunes Français. Et à mon avis, il y a quelque chose à comprendre sur le système chinois, c'est-à-dire que plus on étudie la Chine, plus on se rend compte que d'abord c'est quelque chose qui fonctionne, et ça faut le prendre en compte, c'est-à-dire qu'il y a eu des centaines de millions de Chinois qui sont sortis de la pauvreté sur ces dernières décennies, et que c'est un système qui donc est politiquement menaçant parce qu'il fonctionne, et qu'il est finalement une hybridation des grandes idéologies du XXe siècle, toutes réunies. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est fascinant. C'est-à-dire qu'il y a une culture concentrationnaire de type soviétique, communiste classique, un régime autoritaire communiste, avec cette idée que l'homme est un matériel et que donc on peut, à travers des camps de concentration, rééduquer l'humanité. Ça, c'est typiquement communiste. Il y a un nationalisme qui est quasi fasciste dans les rhétoriques et dans l'exaltation. Et ajouté à ces deux idéologies qui ont quand même ensanglanté le XXe siècle, il y a une forme d'ultra-capitalisme et d'ultra-connexion au capitalisme globalisé. Et donc, vous vous rendez compte que dans un seul régime qui fonctionne, eh bien, vous avez ces trois idéologies a priori contradictoires qui sont réunies. Et pourquoi c'est dangereux? Parce qu'en fait, ça fournit une alternative aux démocraties libérales. Et une alternative crédible aux yeux de beaucoup d'États qui refusent de faire des réformes démocratiques et qui se rendent compte que ben, finalement, il y a une autre voie et la voie chinoise. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour la première fois, parce que autant on peut s'opposer à la politique de Vladimir Poutine, autant c'est très compliqué de voir que la Russie soit un modèle alternatif réel au modèle démocratique européen. Là, on a, pour la première fois depuis la fin de la guerre froide, un véritable modèle alternatif. Et quand on voit que, par exemple, en Éthiopie, pour prendre un cas précis, en Éthiopie, quand il y a des sanctions américaines contre le gouvernement à cause des violations des droits humains dans le Tigré, le gouvernement organise des manifestations avec des portraits de Xi Jinping en disant « on choisit la voie chinoise ». Et donc, il y a là une compétition qui s'est installée, qui n'est pas simplement une compétition économique, qui est aussi une compétition philosophique, en fait, de vision du monde. Et on a face à nous une vision du monde qui est assez cohérente et surtout dont les promoteurs sont absolument sûrs qu'ils ont raison. Et ça revient, j'ai été coupé à ce que disait Marie-Pierre au début, c'est qu'en fait, on sous-estime dans les relations commerciales ou les relations internationales la dimension psychologique. En réalité, les dirigeants chinois, quand ils vont à une réunion avec des dirigeants européens, ils sont convaincus que le modèle chinois est le bon. Et je ne peux pas dire la même chose des dirigeants européens, malheureusement. C'est-à-dire qu'on n'est plus convaincu que notre modèle est bon et que finalement il est solide et qu'il est puissant. Et donc, il y a un moment aussi, quand on parle de la Chine, il faut qu'on s'interroge sur nous-mêmes. Est-ce qu'on croit encore dans les principes qui sous-tendent nos systèmes politiques et économiques d'ailleurs? Je crois que Clémentine, tu as une question. Oui, vous parliez précédemment des travaux forcés des Ouïghours par les multinationales qui en bénéficient fortement. En tout cas, certaines, vous avez diffusé le mur de la honte. Et pensez-vous vraiment que cela peut avoir un impact sur le comportement de ces multinationales et qu'elles vont arrêter
d'utiliser les main-d'œuvre ouïghours dans le Xinjiang, par exemple? Bah, en fait, vous savez, ces multinationales, en particulier les multinationales du textile, parce que c'est quelque chose de différent, par exemple, si on parle de Siemens ou d'autres grands groupes, toutes les multinationales qui reposent sur l'image de marque qu'elles ont, eh bien, elles ont un business model qui en fait repose sur deux piliers. Le premier pilier, c'est la recherche du coût de production le plus bas. Et donc, ça les pousse à aller en Chine et à se retrouver liés avec des systèmes esclavagistes. Parce qu'il n'y a pas plus bas comme coût de production que de faire produire par des esclaves. Et l'autre pilier, c'est l'image de marque. Et en réalité, on achète du Nike ou du Zara parce qu'on adhère à l'image de marque de Nike ou Zara, à l'univers qu'ils ont réussi à créer autour de leur marque. Eh bien, les deux piliers entrent en collision, fatalement. Parce que faire travailler des esclaves, ça va à l'encontre de l'image de marque qu'on essaie de créer quand on est Nike et qu'on fait des grands clips Black Lives Matter. Ça fait pas bon genre ensuite de faire travailler des esclaves dans le même moment. Et toute l'idée de ces campagnes, c'est de montrer la contradiction entre ces deux piliers. Et ça marche parce qu'ils ont très peur, surtout quand c'est le public cible de ces marques qui les attaquent, c'est-à-dire la jeunesse, c'est-à-dire vous. En fait, quand ils font leur campagne de pub, Nike et Adidas, ils pensent à vous. Donc, si vous commencez à les interpeller, si vous êtes des dizaines de milliers à les interpeller, ben, ça fait réagir Nike et Adidas. Et donc, c'est ce qui s'est passé avec les campagnes qu'on a lancées, notamment sur Instagram, c'est qu'on a eu une réaction immédiate. Après, si Adidas et Lacoste, par exemple, ont accepté de réellement jouer le jeu et de réexaminer leur chaîne de production, c'est pas le cas de toutes. Nike et Zara ont refusé. Et ce que ça montre, le fait qu'il y ait que des fois ça fonctionne et des fois non, c'est que ce qu'il faut, c'est une loi. Ça doit être à l'autorité publique de faire ça. C'est hyper bien la responsabilisation des consommateurs. Moi, je trouve que c'est vraiment un progrès immense. En fin de compte, c'est comme sur la transformation écologique. Ce qui compte, c'est la cité. Qu'est-ce que fait l'autorité politique? Quel type de loi on a? Et quand on voit, par exemple, que H&M avait cédé à nos demandes et avait euh, cessé de collaborer avec les esclavagistes, enfin les fournisseurs esclavagistes chinois, et que le résultat, c'est qu'il y a une campagne de boycott en Chine contre H&M, on se rend compte qu'en fait, on place les entreprises dans une situation intenable. Parce que tant qu'il n'y a pas de règles qui bannissent de leur chaîne de production l'esclavage, en réalité, elles sont otages, ces entreprises, du gouvernement chinois. C'est-à-dire que si elles prennent des positions courageuses et elles décident de nettoyer leur chaîne de production, eh bien, la conséquence, c'est qu'elles ont des campagnes de boycott dans le principal marché d'avenir qu'elles voient, c'est-à-dire le marché chinois. Et donc, en fait, l'indécision politique crée une situation intenable, y compris pour les patrons des grandes boîtes. Et donc, je pense, moi, c'est ce qu'on essaye de dire, et je pense que Marie-Pierre sera d'accord, c'est de dire qu'en fait, un devoir de vigilance des entreprises, c'est-à-dire une responsabilité sur l'ensemble de leur chaîne de production qui soit contraignant et clair à l'échelle européenne, c'est pas quelque chose qui va contre le business. Au contraire, ça va protéger le business et les entreprises à la fois leurs propres dérives, de la compétition déloyale et des chantages de type chinois. Mais là, je crois que je vous ai perdu. Ça marche plus? Pour nous, Si? Pour nous, c'est il n'y a pas possible. de problème. Bon, c'est moi qui ai juste gelé à l'image, mais c'est pas grave. Madame Védrine, est-ce que vous pourriez aussi donner votre avis justement sur la place du citoyen vis-à-vis des multinationales? Je partage tout ce qui a été dit par Raphaël. Je suis d'accord avec lui sur tout ce qu'il a dit. Et effectivement, là encore, vraiment aligné aussi. Je pense que la place des citoyens, avec toutes les campagnes et tout ce qui a été mis aussi en place par Raphaël sur chez Meinem, ça a été extrêmement efficace. Et je pense que ça a été aussi complètement sous-estimé par la Chine. Je pense, et quand justement, j'avais des échanges avec l'ambassadeur de Chine auprès de l'Union européenne pour débattre de l'accord et des positionnements et faire valoir la voix du Parlement européen. C'est le message que je leur dis. Je fais, vous avez sous-estimé le fait que maintenant, la société civile européenne est très sensible et se mobilise sur le sujet. Et ça, c'est aussi parce que justement, je pense qu'à des moments, on a su en quelque sorte aussi faire sortir le sujet du Parlement européen. Parce que à l'intérieur du Parlement européen, comme ça l'a été dit précédemment, il y a des intérêts divergents, il y a les intérêts de certains États.
Il y a aussi des parlementaires qui sont peut-être moins connectés à leur territoire, aux attentes et aux ambitions de nos concitoyens. Et ça a permis justement que ce sujet ne soit pas traité que dans certains bureaux, que dans les institutions, et forcer à une mobilisation. Moi, c'est ce que je dis souvent aussi à tous les représentants, c'est que maintenant, je n'ai pas une intervention scolaire que je fais ou je n'ai pas une question sur ce que fait le Parlement européen pour les Ouïghours. Pas une. Que ça soit à Rennes, que ça soit en zone rurale, que ça soit partout. Donc, on voit justement à quel point la jeunesse, notamment, se mobilise sur cette question. Et ça, c'est aussi extrêmement saisissant et plaisant, j'allais dire, de voir que notre jeunesse, qu'on dit souvent peu engagée, tournée que sur ses intérêts, au final, elle regarde partout ce qui se passe dans le monde et elle veut s'investir sur la question des droits de l'homme. Et maintenant, je partage, là aussi, c'est que c'est un premier pas, mais on sait que si on n'avance pas sur le devoir de vigilance, on n'y arrivera pas de manière totale. Et pour compléter aussi sur ce que disait Raphaël, et je pense que ça va être un des enjeux des prochains mois, et on le voit déjà, le lobby qui est en train de s'installer, c'est-à-dire la pression qui commence à être mise par certaines entreprises, même parfois des entreprises françaises et des grandes entreprises, pour avoir une législation du devoir de vigilance qui ne soit pas suffisamment ambitieuse. Donc, notre rôle, ça va être justement de pousser les ambitions au maximum pour pouvoir avoir ensuite une législation qui soit véritablement efficace. Parce que si on adopte une législation qui, au final, ne permette pas d'avoir des leviers suffisants, au final, on fera un petit peu comme d'habitude, c'est-à-dire qu'on aura mis une couche de maquillage. Et notre enjeu, il va être là dans les prochains mois. Mais justement, est-ce que... pardon. Non, mais je voulais renchérir sur ce que ouais. Bon, après, ça doit être un peu ennuyeux pour vous parce qu'en fait, on est d'accord sur à peu près tout, là. Mais c'est vraiment un moment, à mon avis, un moment extrêmement important, la question du devoir de vigilance et tout ce qui va se produire maintenant. C'est-à-dire que le Parlement a produit un rapport qui est assez ambitieux et la Commission doit maintenant produire une directive pour le début de l'automne qui, on l'espère, reprendra ce qui est dans notre rapport au Parlement. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a un lobbying assez coordonné et systématique pour essayer d'édulcorer ce devoir de vigilance des entreprises. Pour que les gens comprennent bien, le devoir de vigilance des entreprises, c'est un principe extrêmement simple, mais qui peut avoir des conséquences immenses. C'est-à-dire que une entreprise est responsable de l'ensemble de sa chaîne de production. Donc, vous détruisez un écosystème via vos fournisseurs en Afrique ou vous employez des esclaves en Chine via vos fournisseurs pour produire vos produits, ce que vous vendez, eh bien, vous en êtes désormais, grâce au devoir de vigilance, responsable, alors qu'aujourd'hui, vous n'en êtes absolument pas responsable. Ça change la structure même de la globalisation si ça passe à l'échelle européenne. Ça existe avec des limites, mais ça existe à l'échelle française. Si on arrive à le faire à l'échelle du plus grand marché du monde, sachant que ça s'applique non pas simplement aux entreprises européennes, mais à l'ensemble des entreprises qui travaillent en Europe, enfin qui vendent en Europe, ça veut dire que pas une grande boîte mondiale ne pourra faire l'économie de ça. Et ça veut dire que soit on aura enfin un impact positif sur le terrain, c'est-à-dire une évolution et un respect plus grand des droits sociaux, des droits environnementaux, des droits humains, soit les entreprises les multinationales devront restructurer leur chaîne de production. Parce que si elles n'ont pas, et c'était la discussion que j'ai eue hier avec des chefs d'entreprise qui disaient, mais nous, on n'a pas le contrôle de nos fournisseurs en Chine. Mais alors, si vous n'avez pas le contrôle de vos fournisseurs en Chine, donc leur argument, c'était, mais comment vous pouvez nous rendre responsables de choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle? Mais enfin, il faut poser la question à l'envers. Comment est-ce que vous pouvez accepter de n'avoir aucun contrôle sur vos fournisseurs? Et donc, avec cette loi, on obligera les entreprises à avoir un comportement responsable, c'est-à-dire, eh bien, de faire attention à ce que font leurs fournisseurs, ceux qui fabriquent réellement leurs produits. Et du coup, si ces entreprises, ces grandes entreprises ne peuvent pas avoir de contrôle sur leurs fournisseurs en Chine, eh bien, il faudra qu'elles déménagent leur système de production.
Et ça, c'est que par la loi que c'est possible et c'est que à l'échelle européenne que c'est possible. Et c'est un grand test parce qu'en fait, on dit toujours que l'Union européenne ne peut rien faire, que finalement, ça sert à rien et tout ça. Mais là, on a un projet qui ne peut fonctionner réellement qu'à l'échelle européenne, parce qu'à l'échelle simplement française, on n'arrivera pas à restructurer le capitalisme mondial à l'échelle française. Mais par contre, qui peut réellement avoir un impact. Et c'est une occasion à ne pas rater. Et donc, nous, on sera, à mon avis, unis là sur ce combat pour être extrêmement vigilants sur ce que produit la Commission et faire en sorte que ce ne soit pas justement, comme le disait Marie-Pierre, du maquillage. Là, on a l'occasion de montrer à nos citoyens que ça fonctionne, qu'on peut avoir un impact. Et ça a un impact non seulement sur vous en tant que consommateur, parce que vous saurez que vous n'achetez pas des produits d'esclavage, qui est quand même la base, ou des produits qui détruisent les écosystèmes, mais au-delà de ça, ça peut avoir aussi un impact sur l'ensemble de notre politique commerciale. Moi, il y a toujours quelque chose qui me fascine, c'est l'exemple tunisien. On a une dictature sous Ben Ali, et à ce moment-là, on a vraiment un commerce florissant avec la Tunisie et des entreprises européennes installées là-bas. On a ensuite une révolution démocratique et l'installation qu'un cas d'une démocratie politique. Mais avec la démocratie vient une forme d'instabilité. Le résultat, c'est qu'en fait, nos entreprises partent. Et donc, l'immense contradiction de l'absence de réelle politique commerciale européenne, c'est-à-dire de commerce mis au service de la politique, c'est qu'en fait, on envoie un message contradictoire. L'Union européenne politiquement dit il faut se démocratiser. On a intérêt à long terme à être entouré par des démocraties quand même, plus que par des régimes autoritaires. Et en même temps, le signal qu'on envoie, c'est que si vous vous démocratisez, vous aurez à la limite moins de commerce avec nous que si vous êtes resté un régime autoritaire. Et donc là, il est temps d'inverser le message et d'envoyer un message très clair qu'en fait, on favorise commercialement les pays qui respectent l'état de droit. Et que donc, si vous voulez commercer avec l'Union européenne, ce qui est quand même une des principales sources de revenus dans le monde, de commercer avec l'Union européenne, parce qu'on est le principal marché du monde, eh bien, vous avez tout intérêt à transformer votre société dans un sens plus démocratique. Et ça, c'est pas le message qu'on envoie aujourd'hui, et c'est le message qu'on peut envoyer demain, notamment avec le devoir de vigilance et une politique commerciale plus politique. Mais justement, je fais le parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui, par exemple, en Hongrie. Vous parlez de maquillage sur ce que peut faire l'UE aujourd'hui. Le citoyen européen, je me fais un peu l'avocat du diable, hein, ne comprend pas pourquoi l'Union européenne est impuissante vis-à-vis, par exemple, sur son territoire. Elle n'est pas du tout dans cette idée de protection des droits de l'homme, encore moins à l'étranger. Pourquoi ça se passe comme ça aujourd'hui, alors que bien que l'Union européenne soit construite sur des valeurs économiques, on a aussi ajouté des valeurs, toutes les valeurs fondamentales, respect des droits de l'homme, etc. Pourquoi aujourd'hui l'Union européenne reste vraiment dans l'inaction totale, même lorsque le Parlement européen l'interpelle, enfin en tout cas la Commission. Tu te lances, tu me lances? Comme tu veux. Du coup, sur la Hongrie spécifiquement, ou même malheureusement, il n'y a pas que la Hongrie avec laquelle on a des difficultés au sein de l'Union européenne, il y a aussi la Pologne, et c'est dommage justement que cette liste soit beaucoup trop longue et sur des sujets extrêmement importants. Je pense qu'il y a plusieurs questions dans votre question. Il y a effectivement le fonctionnement et puis qui peut nous permettre d'arriver à faire en sorte justement que tous les États respectent le sens du véritable projet qui à la base a uni les États européens, et qu'à des moments en fait on a un petit peu fait rentrer le loup dans la bergerie dans notre fonctionnement aussi, sur le fonctionnement de nos traités. Donc il y a des règles à changer d'un point de vue institutionnel, puis on le sait bien aussi, jusqu'à présent un des leviers pour faire bouger des pays tels que la Pologne ou spécifiquement la Hongrie avec Viktor Orban, c'est le levier financier. Et quand on a des pays tels que ces pays qui reçoivent énormément de subsides européens, et tant mieux parce que c'est aussi notre projet, il est fondé sur la solidarité, sur une politique de cohésion, donc c'est légitime que la Hongrie soit un bénéficiaire net de financement européen. Mais derrière, on ne peut pas leur dire vous recevez des subsides européens, par contre les valeurs, ce n'est pas grave. Et c'est ça qu'il faut changer. Et on le voit, c'est que
malgré tout l'engagement du Parlement européen qu'il peut y avoir majoritairement sur l'ensemble des groupes, je ne parle pas évidemment des députés du parti d'Orban, mais il y a quand même cette volonté-là de manière globale. On a la problématique du fonctionnement au Conseil européen où se réunissent les chefs d'État et de gouvernement, et aussi à la Commission européenne qui est normalement là pour défendre l'intérêt général, où il y a un petit peu des tractations, je te donne ça, tu me donnes ça, et pendant ce temps-là, tu ne m'embêtes pas. Donc c'est toute une logique et tout un mode de fonctionnement aussi à faire évoluer. Là, ce qu'a réussi quand même à faire le Parlement européen, notamment du coup, quand on a travaillé sur ce qu'on appelle le cadre financier pluriannuel, c'est-à-dire le budget, c'est justement de conditionner l'arrivée des fonds européens au respect de l'état de droit. Mais on voit encore tous les blocages qu'on a. Notamment là avec l'adoption des plans de relance. On est nombreux au Parlement européen à se mobiliser pour dire le plan de relance hongrois, faut pas l'adopter. Mais derrière aussi, y a quand même un questionnement qui se pose parce que l'enjeu, c'est de ne pas aussi alimenter une politique d'Orban. Où celui-ci va continuer à dire regardez, Bruxelles continue de m'imposer, regardez, Bruxelles ne veut pas nous donner des financements, etc. Donc comment aussi on renforce je sais que dans mon groupe politique, j'ai 2 jeunes hongroises qui font partie justement de Momentum, un parti d'opposition à Orban. Comment on leur donne les moyens, la visibilité, le poids nécessaire aussi dans leur pays? C'est valable chez les sociodémocrates. Une des vice-présidentes du Parlement européen est très investie dans son pays. Comment on leur donne les moyens pour faire changer les choses aussi dans leur pays? Donc il y a différents leviers et je pense qu'il faut quand même une réforme profonde du fonctionnement interne à l'Union européenne. Parce que jusqu'à présent, avec le poids qui a été donné de plus en plus au système intergouvernemental, le Parlement européen a parfois, il se comporte, on va dire, il est en phase d'adolescence. Il n'est pas rentré encore dans son ère d'affirmation totalement vis-à-vis des autres institutions. Raphaël parlait tout à l'heure de les résolutions qu'on a adoptées, notamment sur les Ouïghours. Sur énormément de sujets, on adopte de nombreuses résolutions qui sont souvent adoptées à une très large majorité, mais ça reste des paroles. On ne va pas jusqu'au bout. Donc, il faut que le Parlement européen s'affirme davantage et qu'on arrive à une réforme institutionnelle qui permette de rééquilibrer les choses aussi. Je me permets juste avant que vous répondiez, désolé, on n'a plus beaucoup de temps. Il nous reste quelques questions. Je ne sais pas si vous pouvez déborder de 5-10 minutes, mais il faudrait être un petit peu plus concis. Je suis désolé, mais c'est pour qu'on puisse essayer de vous interroger sur le reste. Alors, je vais être ultra concis, mais je vais essayer en tout cas. C'est compliqué, hein. Je suis d'accord avec ce que vient de dire Marie-Pierre. L'enjeu, et là, c'est vraiment une discussion qu'il faut qu'on ait, c'est jusqu'où on va. Parce que pour moi, on s'arrête toujours au milieu du gué. C'est-à-dire que même sur la conditionnalité, c'est bien comment ça a été négocié. Finalement, on passe la conditionnalité, ce qui est un premier pas extrêmement important, mais qui est immédiatement repoussé. C'est-à-dire que la conditionnalité, elle n'est pas immédiate. Et donc, en fait, on est toujours dans l'entre-deux. Et si on veut affirmer le rôle du Parlement, et à mon avis, la Hongrie, c'est vraiment le bon sujet, enfin, surtout après la loi homophobe qui vient de passer. Si on veut affirmer le rôle du Parlement, il faut assumer, et ça c'est très compliqué au Parlement européen, assumer d'être un facteur de blocage. Et tout le discours des gouvernements européens, c'est quand on menace au Parlement d'entrer en crise sur un sujet, là c'est vraiment le bon sujet, je pense, c'est de dire mais vous pouvez pas retarder les plans de relance. Et comme on est toujours dans l'urgence à l'échelle européenne, il y a toujours cette menace de dire, en fait, le Parlement, pour affirmer ses principes, pour affirmer ses options, va bloquer l'ensemble du système européen, donc bloquer les plans de relance, donc bloquer les aides. Et donc, à la fin, nous, toujours par position de responsabilité, on est ceux qui baissons la tête, en gros, dans le jeu institutionnel. Et donc, moi, je pense qu'il y a un moment, si on veut justement sortir de cette adolescence, où il faudra qu'on assume de bloquer. Parce qu'aujourd'hui, le pouvoir du Parlement européen, c'est un pouvoir de blocage. On vient de le montrer avec le CAI. En réalité, toutes les résolutions, elles sont importantes symboliquement, elles sont importantes politiquement, mais elles ne sont pas contraignantes juridiquement. Alors que quand on rejette le CAI,
quand on le suspend en tout cas, bah, ça a un effet immédiat. C'est-à-dire que le CAI ne peut pas passer, l'accord d'investissement avec la Chine ne peut pas passer sans nous. Il en va de même des budgets. Il en va de même du cadre pluriannuel, financier pluriannuel. Il en va de même de l'ensemble des textes qui, en fait, nous mettent, nous, dans une position de validation. À un moment, il faudra refuser de valider. Il faudra assumer face à l'opinion publique le fait que oui, on bloque, mais que comme ça, on sera pris au sérieux et que, enfin, les 57 résolutions, je donne un chiffre complètement folklorique, sur la Hongrie et sur le fait que Orban ne respecte pas l'état de droit, ben, ces résolutions doivent être prises au sérieux. Et là, c'est quelque chose qu'il faudra doser, c'est compliqué, mais il y a un moment, il faudra le faire et il faudra qu'il y ait une majorité au Parlement pour le faire. C'est très intéressant, mais juste revenir un petit peu sur notre sujet relation UE-Chine, et je crois que Clémentine a aussi une question par rapport à ça. Oui, du coup, on en parlait tout à l'heure. Depuis quelques années, la Chine a investi massivement dans le cadre de son projet des nouvelles routes de la soie. Notamment, par exemple, sur le continent européen, elle a acquis la gestion exclusive de ports tels que le Pirée en Grèce. Et que peut-on dire de cette stratégie chinoise? Est-ce qu'on doit, nous, en tant que citoyens européens et l'Union européenne en tant qu'institution, doit s'inquiéter vis-à-vis de la souveraineté européenne et de l'arrivée de la Chine sur le territoire européen? Je te laisse cette fois en premier. Ok. Bah là, vous avez un exemple très, très récent. C'est le Monténégro. Vous avez un contrat sur une autoroute qui est construit par les Chinois et qui, dans le contrat, en fait que si le Monténégro n'arrive pas à honorer les paiements, et on parle de milliards de dollars, eh bien, la Chine prend possession des ports, du port et ensuite des terres, et donc finalement rachète le Monténégro. Et c'est vraiment le marchand de Venise, quoi, comme type de contrat de Shakespeare. Donc en fait, en gros, on est dans une situation extrêmement complexe et la Commission européenne et les politiques européennes ont une grande responsabilité parce qu'en réalité, quand on a voulu imposer l'austérité budgétaire et qu'on a considéré que les 3% de déficit étaient plus importants que la souveraineté des nations ou du sol européen, enfin de la souveraineté européenne, on a poussé la Grèce à vendre le port du Pirée, on a poussé le Portugal à vendre ses banques, on a poussé, en fait, finalement, pour une logique comptable, au sacrifice des instruments de la souveraineté et de pans de la souveraineté européenne. Donc là, je pense qu'on est un peu sorti de cette idéalisation des 3%, avec notamment la pandémie et les investissements qui sont liés à la pandémie. Mais ce qui est certain, c'est qu'en fait, il y a un réel risque. Oui, il y a un réel risque et qu'il faut arrêter la naïveté. Enfin, c'est-à-dire que faut arrêter de croire que les investisseurs chinois, par exemple, quand il s'agit de Huawei, sont exactement comme des investisseurs néerlandais. C'est pas la même chose. Enfin, il faut avoir des économies ouvertes aux investissements étrangers, c'est pas la question. Enfin, quand on voit la naïveté de certains en Europe sur la discussion, par exemple, sur la 5G, sur les investissements de Huawei dans les infrastructures stratégiques européennes, on hallucine. Enfin, je veux dire, quand on discute avec un responsable économique allemand qui nous explique que si Huawei a la meilleure offre en termes de délai et en termes de coûts sur la construction des infrastructures technologiques européennes, il n'y a aucune raison de préférer un acteur européen à Huawei. Excusez-moi, enfin là, on est dans une forme de suicide. Ce serait la vente de la souveraineté européenne à un acteur qui est lié, et intrinsèquement lié, à un régime politique étranger et hostile en plus, en termes de principes et d'intérêts. Donc il y a le besoin de la sortie de la naïveté et d'un retour à des bases, en fait. Des bases qui sont, faut qu'on développe nos propres infrastructures, faut qu'on favorise des investisseurs européens, et si c'est des investisseurs non européens, il faut qu'on screen de manière différente les investisseurs chinois, les investisseurs de pays amis. Enfin, c'est basique, mais c'est pas fait. Madame Védrine, vous avez l'air relativement d'accord. Ouais, je partage tout ce qui a été dit. Et justement, c'est pour ça qu'il y a déjà quelques temps, et ça a été un combat des parlementaires sous le mandat précédent, il y a un mécanisme de filtrage des investissements étrangers qui a été mis en place. Et on le voit, tous les États européens n'ont pas adopté encore ce mécanisme. Donc, notre enjeu et le combat qu'on doit poursuivre, c'est déjà que tous les États européens l'aient, et qu'ensuite on renforce justement la coopération et la coordination à l'échelle de l'Union européenne. Parce que
effectivement, attirer des investisseurs étrangers, c'est une chose, mais on sait bien les garder aussi sur du long terme, alors que quand ils vont avoir des intérêts dans d'autres États et que justement ça ne leur rapportera pas assez, notamment des fonds d'investissement, ils ne se poseront pas la question de la suppression des emplois sur nos territoires. Donc c'est essentiel de renforcer ces mécanismes. Et pour à continuer, c'est comment justement, parce que vous l'avez vu au travers de notre échange, majoritairement, les Français sur cet enjeu, malgré le fait qu'on ne soit pas dans les mêmes groupes politiques, on partage ces ambitions-là. Et c'est comment on fait changer justement ce dogme à l'échelle de la Commission européenne, à l'échelle du travail avec nos autres parlementaires. Et Raphaël le disait tout à l'heure, c'est comment aussi on leur fait comprendre que ce n'est pas parce que nous sommes français que derrière ces différentes mesures et ces différentes positions qu'on défend, nous sommes des protectionnismes exacerbés. On n'est pas comme le Front National avec la logique de remettre des frontières partout et de dire qu'on se replie sur nous-mêmes. Mais l'enjeu, c'est bien de faire comprendre que le protectionnisme, ce n'est pas la même chose que la protection. Et la protection, c'est comment on défend réellement nos intérêts, comment on défend nos objectifs, comment on défend nos ambitions. Et la politique commerciale doit être un outil, Raphaël l'a très bien exprimé, au service justement d'un projet politique. Et ce n'est pas juste une fin en soi de conclure des accords de commerce ou d'adopter des législations et des textes. Comment derrière, avec des textes forts, avec une législation ambitieuse, on arrive à défendre un modèle européen qui soit renforcé et qui permette aussi, en quelque sorte, lui aussi de s'exporter. Et on voit qu'on a quand même un travail d'influence à avoir au sein des différentes institutions européennes qui est essentiel. Et il faut qu'on trouve des alliances suivant les différents sujets, suivant les différents enjeux, parce que, soyons très honnêtes aussi entre nous, le PAC allemand, quels que soient les groupes politiques, il sait se jouer. Et moi, je trouve que le PAC français, à des moments, on ne sait pas bien et pas toujours le mettre en œuvre. Et ça, je crois que c'est un travail qu'on a à mener dans les prochains mois. La présidence française, même si elle va s'effectuer dans un contexte particulier du fait des élections présidentielles, elle doit nous servir à ça pour affirmer une Europe qui protège réellement ses intérêts et ses citoyens. Parce que si elle ne l'affirme pas et si elle ne le démontre pas, le projet européen risque quand même d'aller dans le mur. Je me permets d'appuyer. Sur le PAC allemand, honnêtement, il y a un parti qui est pas vraiment dans le PAC allemand, c'est quand même les Verts. Voilà, c'est-à-dire que, je pense qu'il y a vraiment des divisions idéologiques là-dessus et qu'on va voir les élections allemandes. Avec les élections allemandes vont être un bon, très juste. Et après, je suis vraiment désolé, mais je pense qu'on va, enfin moi en tout cas, je vais devoir y aller moi aussi. Okay. Donc, dans tout le chaos, mais en tout cas, la conversation, vous voyez qu'il y a des points d'accord quand même assez grands. Donc, si vous vouliez un débat, on est désolé. Hein. Est-ce que ce serait possible de juste, est-ce qu'on pourrait vous envoyer nos 2 dernières questions par écrit, parce que c'est des questions qui nous tiennent à cœur, et surtout sur les fondements de l'association, et on pourrait publier vos réponses à la suite justement de votre réponse. Avec plaisir, aucun problème. Et donc sur l'élargissement et la jeunesse. Ok. Voilà. Super. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir donné un peu de votre temps, malgré tous les problèmes de transport ou autres. On était ravis de vous avoir pour échanger à ce sujet. Et on espère aussi pouvoir peut-être se croiser dans le Finistère, pourquoi pas, au bout de l'Union européenne. Mais bien sûr, et puis en plus, comme ça, on verra qu'il y a des gens derrière les Zooms. Tout à fait. On a besoin de ça. Tout à fait. Merci à vous. Merci beaucoup. Très bonne journée. Merci.